Premier livre. On recherche comment l'homme passe de l'état de nature à l'état civil et quelles sont les conditions essentielles du pacte. Chapitre 1. Sujet de ce premier livre. Rousseau débute en posant la question de la légitimité de l'ordre social. Selon lui, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Il a introduit l'idée que l'ordre social repose sur des conventions et non sur un droit naturel. Chapitre 2. Des premières sociétés. La première et seule société naturelle est celle de la famille, où les enfants sont soumis à l'autorité parentale tant qu'ils en dépendent. Rousseau élargit ce modèle en expliquant que les sociétés politiques fonctionnent sur une base volontaire, formant une convention qui lie les individus au-delà des liens naturels. Chapitre 3. Du droit du plus fort. Rousseau rejette le concept du droit du plus fort, qu'il considère comme une contradiction. La force n'octroie pas de légitimité. La soumission à la force n'est qu'un acte de prudence et non un devoir moral. Il dit, je cite, « Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. » Chapitre 4. De l'esclavage. Rousseau critique l'idée que l'homme peut aliéner sa liberté et se soumettre en esclavage. Pour lui, un contrat de soumission totale est contraire à la nature humaine, car renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Chapitre 5. Qu'il faut toujours remonter à une première convention. Il soutient l'idée qu'une société ne peut exister sans une convention initiale qui la fonde. Il insiste sur l'importance de cette première convention, car elle est la base légitime de toute association politique. Ainsi, un peuple ne peut élire un chef sans d'abord s'unir en tant que société. Chapitre 6. Du pacte social. Le pacte social est l'accord fondamental par lequel les individus s'unissent en accord politique. Rousseau explique que chaque membre doit céder tous ses droits à la communauté pour garantir une égalité parfaite entre les citoyens. Ainsi, chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Chapitre 7. Du souverain. Dans ce contrat social, le peuple forme le souverain, qui n'a pas d'intérêt contraire aux citoyens. Rousseau souligne que chaque individu est à la fois sujet et souverain, créant un équilibre où l'intérêt collectif prime sur les intérêts individuels. Chapitre 8. De l'état civil. La transition de l'état de nature à l'état civil permet à l'homme de s'élever moralement. En renonçant à sa liberté naturelle pour la liberté civile, l'individu acquiert des droits qui reposent sur la justice et non sur la force. Rousseau explique que la liberté civile est limitée par la volonté générale, contrairement à la liberté naturelle, qui n'a pour borne que les forces de l'individu. Chapitre 9. Du domaine réel. Rousseau aborde la question de la propriété en affirmant que le droit du premier occupant, bien qu'acceptable dans l'état de nature, ne devient légitime qu'au sein d'une société civile. L'État est ainsi le garant de la propriété individuelle, tout en exerçant un droit supérieur sur le territoire. Livre 2, où il est traité de la législation. Chapitre 1. Que la souveraineté est inaliénable. La souveraineté ne peut être aliénée, car elle représente l'exercice de la volonté générale pour le bien commun. Le peuple, en tant que souverain collectif, ne peut déléguer cette volonté. Il en résulte que le pouvoir peut être transmis, mais jamais la volonté elle-même. Rousseau affirme que la souveraineté ne peut jamais s'aliéner. Chapitre 2. Que la souveraineté est indivisible. La souveraineté est également indivisible car elle se fonde sur la volonté générale, qui ne peut être fragmentée sans perdre son essence. Selon le Rousseau, les tentatives de division de la souveraineté en différents pouvoirs sont illusoires. Il dit, je cite, « Pour qu'une volonté soit générale, il n'est pas toujours nécessaire qu'elle soit unanime, mais il est nécessaire que toutes les voix soient comptées. » Chapitre 3. Si la volonté générale peut errer. Rousseau explique que la volonté générale est toujours orientée vers le bien public, mais que le peuple peut se tromper dans ses délibérations s'il est mal informé. La volonté générale peut donc sembler errer, non par sa nature, mais par les erreurs des citoyens. On veut toujours son bien, mais on ne le voit point toujours, dit Rousseau. Chapitre 4. Des bornes du pouvoir souverain. Bien que le pouvoir souverain soit absolu, Rousseau insiste sur les limites de son exercice. Il distingue les droits des citoyens et ceux du souverain, affirmant que le souverain ne peut empiéter sur les droits individuels sans justification. Il affirme « On convient que tout ce que chacun aliène par le pacte social de sa puissance, c'est seulement la partie dont l'usage importe à la communauté. » Chapitre 5. Du droit de vie et de mort. La souveraineté inclut le droit de condamner un individu s'il met en péril la communauté. La peine de mort dans ce contexte vise à préserver le corps social plutôt qu'à punir individuellement. Quand le prince lui a dit « Il est expédient à l'État que tu meurs, il doit mourir », dit Rousseau. Chapitre 6. De la loi. Les lois sont l'expression de la volonté générale et doivent s'appliquer universellement pour garantir l'égalité et la justice. Elles ne peuvent viser d'individus particuliers, car cela irait à l'encontre de l'intérêt commun. Tout acte de souveraineté oblige ou favorise également tous les citoyens, rappelle Rousseau. Chapitre 7. Du législateur.
Le législateur joue un rôle essentiel en définissant les lois initiales pour orienter la société, mais il ne doit pas avoir de pouvoir exécutif car il doit rester neutre. Sa fonction est de guider sans dominer, et il agit comme un architecte de la société, facilitant la création d'une législation juste et adaptée aux besoins de la communauté. Chapitre 8 du peuple. Rousseau rappelle l'importance de l'unité et de l'égalité au sein du peuple. La volonté générale ne peut être véritable que si chaque citoyen participe indépendamment, sans que des factions ou intérêts privés viennent altérer cette expression collective. Chapitres 9 et 10, suite. Dans ces chapitres, Rousseau poursuit ses réflexions sur les principes qui assurent la pureté de la volonté générale et la nécessité d'éviter toute influence qui pourrait la corrompre. Le peuple doit être organisé de manière à ce que chaque citoyen vote sans être influencé par des intérêts particuliers. Chapitre 11 des divers systèmes de législation. Rousseau examine les divers systèmes de législation, distinguant ceux adaptés aux républiques, monarchies et autres formes de gouvernement. Chaque système doit être en adéquation avec les coutumes, les mœurs et les circonstances spécifiques de la société à laquelle il s'applique. Chapitre 12 division des lois. Rousseau conclut le livre 2 en divisant les lois en plusieurs catégories. Les lois politiques, concernant le corps social et son organisation, les lois civiles, qui régissent les relations entre individus, et les lois criminelles, celles qui protègent la société contre les offenses. Livre 3, où il est traité des lois politiques, c'est-à-dire de la forme du gouvernement. Chapitre 1 du gouvernement en général. Rousseau distingue la souveraineté, qui appartient au peuple, de la puissance exécutive, qui doit être exercée par le gouvernement. Ce dernier est responsable de l'application des lois selon la volonté générale, mais ne peut en aucun cas usurper la souveraineté du peuple. Chapitre 2 du principe qui constitue les diverses formes de gouvernement. La forme de gouvernement dépend du nombre de magistrats. Rousseau explique que plus un gouvernement est nombreux, moins il est efficace dans l'exercice du pouvoir. Un gouvernement doit être structuré en fonction de la population et de la force nécessaire pour le gérer. Chapitre 3 division des gouvernements. Rousseau divise les gouvernements en 3 formes principales, la démocratie, l'aristocratie et la monarchie. Ces formes sont définies par le nombre de citoyens qui participent à la gestion des affaires publiques. Rousseau affirme « Le souverain peut commettre le dépôt du gouvernement à tout le peuple ou à la plus grande partie du peuple. Cela porte le nom de démocratie. » Chapitre 4 de la démocratie. Dans une démocratie, le pouvoir exécutif est exercé directement par le peuple. Cependant, Rousseau met en garde contre les difficultés de maintenir ce type de gouvernement, car il exige que chaque citoyen soit constamment impliqué. Il conclut que ce système est plus adapté aux petits États. Chapitre 5 de l'aristocratie. Rousseau considère l'aristocratie comme un gouvernement où un petit groupe gouverne pour le bien commun. Il en distingue 3, l'aristocratie naturelle, élective et héréditaire. Il considère l'aristocratie élective comme la plus stable et la plus équitable des 3 formes. Chapitre 6 de la monarchie. La monarchie se caractérise par un pouvoir exécutif centralisé entre les mains d'un seul individu. Rousseau la considère comme efficace, mais avec un fort potentiel de corruption. Ce système est souvent plus adapté aux grandes nations, où la centralisation permet une gestion plus rapide. Chapitre 7 des gouvernements mixtes. Rousseau reconnaît l'existence de gouvernements mixtes, où plusieurs formes de gouvernement coexistent. Cependant, il critique ce modèle car la division des pouvoirs entraîne souvent des conflits d'autorité et de loyauté qui nuisent à l'unité de l'État. Chapitre 8 que toute forme de gouvernement n'est pas propre à tout pays. Rousseau admet que chaque pays a ses propres besoins en matière de gouvernance en fonction de son climat, de sa culture et de sa population. Par exemple, la démocratie est mieux adaptée aux petits États, tandis que la monarchie convient mieux aux grandes nations. Chapitre 9 des signes d'un bon gouvernement. Rousseau affirme qu'un bon gouvernement se mesure au bien-être de son peuple, notamment en matière de sécurité et de prospérité. L'objectif est d'assurer le bonheur public. Il affirme « Quelle est la fin de l'association politique ? C'est la conservation et la prospérité de ses membres. » Chapitre 10 de l'abus du gouvernement et de sa pente à dégénérer. Il est dans la nature des gouvernements de dégénérer. Rousseau observe que chaque forme de gouvernement a tendance à abuser de son pouvoir, la démocratie vers l'anarchie, l'aristocratie vers l'oligarchie et la monarchie vers la tyrannie. Chapitres 11 à 14 de la mort du corps politique et comment se maintient l'autorité souveraine. Rousseau explique que l'autorité souveraine peut être affaiblie par des conflits internes ou des abus de pouvoir. Il préconise des moyens de renforcer le lien social et de garantir que l'autorité reste entre les mains du peuple, soulignant l'importance d'un pouvoir qui protège les intérêts de tous. Chapitre 15 des députés ou représentants. Rousseau critique le système des représentants, arguant que la souveraineté ne peut être représentée, car elle est l'expression de la volonté générale. Les citoyens doivent être directement impliqués dans la prise de décision, plutôt que de déléguer ce pouvoir. Chapitre 16 que l'institution du gouvernement n'est point un contrat.
Rousseau rejette l'idée que le gouvernement puisse être fondé sur un contrat séparé. Le gouvernement n'a de légitimité que par la volonté générale et doit se conformer aux lois établies par le peuple. Chapitre 17 de l'institution du gouvernement. Rousseau soutient que le gouvernement doit être établi par le peuple et pour le peuple, qui conserve le droit de modifier ou de révoquer ce gouvernement si nécessaire. Chapitre 18 moyen de prévenir les usurpations du gouvernement. Rousseau conclut en proposant des mécanismes pour prévenir l'usurpation du pouvoir par les autorités gouvernementales, recommandant des institutions intermédiaires pour équilibrer et contrôler l'exercice du pouvoir exécutif. Livre 4 où continuons de traiter les lois politiques, l'on expose des moyens d'affermir la constitution de l'État. Chapitre 1 que la volonté générale est indestructible. Rousseau affirme que la volonté générale, expression du bien commun, est indestructible tant qu'elle représente les intérêts du peuple. Malgré les obstacles, elle persiste et transcende les volontés particulières. Ce principe garantit la stabilité et la pérennité de l'État en tant que corps politique. Chapitre 2 des suffrages. Le système de vote doit favoriser l'unité et la cohésion de la volonté générale. Rousseau explique que plus l'unanimité est atteinte dans les assemblées, plus la santé de l'État est assurée. Il affirme, plus le concert règne dans les assemblées, c'est-à-dire plus les avis approchent de l'unanimité, plus aussi la volonté générale est dominante. Chapitre 3 des élections. Les élections selon Rousseau doivent refléter la volonté du peuple, mais elles ne sont pas toujours adaptées à toutes les fonctions publiques. Il insiste sur la distinction entre l'élection démocratique et l'aptitude à compter certains postes. Chapitre 4 des comices romains. Rousseau s'inspire des comices romains pour illustrer les assemblées populaires et la participation directe des citoyens dans les décisions. Il critique cependant leur complexité, due aux divisions sociales qui a pu entraver l'expression authentique de la volonté générale. Chapitre 5 du tribunat. Le tribunat est un organe distinct chargé de protéger la Constitution sans exercer de pouvoir exécutif ni législatif. Cette institution permet de maintenir l'équilibre entre le peuple et le gouvernement. Rousseau affirme « Le tribunat, sagement tempéré, est le plus ferme appui d'une bonne constitution. » Chapitre 6 de la dictature. Rousseau justifie le recours temporaire à la dictature dans des situations de crise, où l'ordre public est menacé et où les lois existantes ne suffisent plus. La dictature suspend l'application des lois pour protéger l'État, sans pour autant abolir l'autorité souveraine. Il affirme « La suspension de l'autorité législative ne l'abolit point. Le magistrat qui la fait taire ne peut la faire parler. » Chapitre 8 de la censure. La censure pour Rousseau est un moyen de sauvegarder les valeurs et les mœurs qui unissent la société. Elle permet de conserver l'esprit public, en agissant comme un miroir de l'opinion collective sans en imposer les directives. Chapitre 8 de la religion civile. La religion civile est un ensemble de croyances qui unissent les citoyens et soutiennent la morale publique. Rousseau considère ces croyances comme essentielles pour la cohésion sociale et le respect des lois. Il affirme « Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec précision, sans explication ni commentaire. »